Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, c'est la reprise donc pour cette nouvelle saison, on va dire. J'espère que vous avez passé un super bon été. Nous, on a fait des petites pauses pendant les 2 ou 3 dernières semaines à cause de surfing, puis Hodl Hodl à Riga. On va en parler, ce sera d'ailleurs le troisième sujet d'aujourd'hui. Petit récap sur l'été, qu'est-ce qu'on a pensé des news, des conférences, tout ça. Le sujet numéro 2, ce sera sur la centralisation du Lightning Network principalement suite à, on va dire, la nouvelle mise à jour de mempool.space qui permet de voir où sont hébergés une majorité des nœuds Lightning. Et on s'est rendu compte que AWS avait une grande partie quand même des nœuds. euh, voilà, et Google également. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'en parler. Et suite à cette annonce, il y a Helen Market qui ont migré vers Nodal Cloud. Donc, ce sera le thème numéro 2, à quel point Lightning est centralisé ou pas, et comment mitiger ce genre de soucis. Donc, n'hésitez pas à venir parler si vous avez des infos. Et le premier sujet, du coup, ça va être sur le minage, avec un nouveau rapport de Arcane Research, très poussé, très détaillé, sur le minage de Bitcoin, comment ça peut transformer nos grids électriques, comment ça peut être positif pour l'environnement, et un petit constat de où est-ce qu'on en est. Et le cas d'école assez poussé du Texas, où, vous le savez, ça se développe très très bien. Sur ce, je vous invite à, comme toujours, nous suivre, nous liker, nous partager. Vous connaissez l'histoire. On repart pour une deuxième saison avec nos hosts de d'habitude, John, Guillaume, Fanis et Lounès, même s'il y en a deux qui sont pas là. Je pense que Lounès vient pas et Fanis arrivera peut-être dans la foulée. Voilà. J'ai pas perdu la main. En fait, c'est cool. Guillaume, je te passe la main par rapport au minage. Tu veux nous faire un petit récap et tu peux également parler peut-être de ton propre rapport qui est beaucoup mieux. C'est gentil, Roxy. Non, mais écoutez, déjà très content de lancer cette deuxième saison. Je sais que dans le background, Roxy fait beaucoup de travail pour que ce podcast se passe très bien. Donc j'espère que la saison 2 sera aussi intéressante et qu'on va réussir à agrandir un peu ce cercle d'auditeurs maximalistes au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure que le bear market continue, en espérant que certaines personnes se rendent compte de l'intérêt de ce genre d'émission. Alors du coup, le rapport d'Arcane Research, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Arcane, c'est une boîte européenne qui fait beaucoup de recherche qui est liée à Bitcoin. C'est Jaran Melrud sur Twitter, qui est un très bon Bitcoiner, qui fait vraiment du très très bon travail depuis un an chez Arcane. Et cette semaine, ils ont publié un rapport sur finalement comment Bitcoin peut transformer le secteur de l'énergie. Donc c'est des thèmes dont je pense que vous avez tous entendu parler précédemment, mais disons que cette fois, ils sont allés un petit peu plus en détail sur 4 points précis. Le premier, c'est les grilles électriques, les electricity grid. Le deuxième, c'est pourquoi finalement le mining peut incentiviser les énergies renouvelables. Le troisième, qui est moi mon favori et dont je parle tout le temps, c'est celui du gas flaring, donc qui permet de miner avec du gaz qui serait non utilisé autrement. Et le troisième, qui est un sujet qui est un peu moins connu, mais qui commence petit à petit à faire son trou auprès des bitcoiners, c'est celui de réutiliser de la chaleur non utilisée pour du minage de bitcoin. Donc ça, peut-être qu'on pourra en parler un peu plus en détail, mais c'est les 4 gros sujets du rapport. Alors évidemment, on va pas rentrer en détail dans chacun d'eux, surtout que c'est des sujets, je pense, qu'on a déjà beaucoup abordés, mais bon, finalement. Je sais pas si vous voulez qu'on discute des quatre en particulier ou si certaines personnes ont des questions précises sur chacun d'eux. Mais sinon, Roxy, je peux faire peut-être un petit récap d'1 ou 2 phrases sur chacun et voir où est-ce que ça va. Ouais, ouais, tu peux faire ça. Moi, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est quand même des thèmes, on les a beaucoup abordés. C'est pas le premier rapport de Arcane Research qu'on fait. Ce que je trouvais le plus intéressant, c'était le uptime des machines, les taux de rentabilité et à quel point, du coup, switcher ces machines rapidement permettait d'être beaucoup plus rentable ou non. Donc, limite, si une fois que tu as fini de résumer les 4 trucs, je pense que c'est le thème le plus intéressant avec les taux de rentabilité spécifiques au Texas. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Non, mais carrément, ça en vrai, c'est un truc méga intéressant et on en parle aussi dans le rapport que j'ai écrit avec Galaxy. C'est un sujet sur lequel je bosse pas mal actuellement.
Et c'est vrai qu'il y a énormément de misconceptions autour de ce sujet-là, c'est-à-dire le rôle finalement que peuvent avoir les mineurs dans les grilles électriques. Et donc, ouais, je suis carrément chaud d'en parler. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la ERCOT, donc, qui est la grille électrique du Texas, c'est une grille assez particulière puisqu'elle est entre guillemets dérégulée et qu'elle n'est pas liée aux autres grilles, on va dire, supra-étatiques des États-Unis. Donc, c'est vraiment un petit peu leur propre monde, c'est le Texas, hein, c'est voilà, c'est la liberté. Euh, et donc, ils ont toujours ce besoin de matcher, entre guillemets, l'offre et la demande d'électricité sur le marché à un moment donné T, puisque s'il n'y a pas toujours ce matching exact, il peut y avoir des blackouts, des coupures d'électricité, etc. Et donc, c'est le rôle de ERCOT de s'assurer que sur des fenêtres de temps très courts, il y a toujours un match exact entre offre et demande. Et donc, pour s'assurer qu'il y a toujours ce match-là, ils font appel à la fois aux producteurs d'énergie et à la fois aux consommateurs d'énergie dans des programmes. Donc ça s'appelle 4CP, 4CP en français. C'est quatre programmes différents. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est des programmes qui permettent de dire, voilà, euh, ce qu'on vous propose, c'est que par exemple, si vous êtes un consommateur, le prix d'électricité, c'est, allez, euh, 20 dollars par mégawatt. Ce qu'on fera, c'est qu'on vous le réduit de 5 dollars par mégawatt si, en échange, vous nous permettez d'arrêter votre opération quelques fois par an, quand la grille en a besoin. Et pareil pour les producteurs d'énergie, ils vont leur proposer, voilà, si parfois on vous demande de ramp up production, d'augmenter votre production, ça vous coûtera un peu plus cher peut-être à produire cette électricité, mais nous, en échange, on vous compensera. C'est des programmes dans lesquels les entreprises vont entrer en partenariat finalement avec ERCOT pour stabiliser la grille électrique. Et donc l'exemple parfait, c'est Riot, Riot Blockchain, qui a un très très gros site à Winston et qui a commencé à se démarquer un petit peu des autres mineurs en utilisant ces programmes-là et en se servant en fait de la capacité électrique qu'ils ont pour générer plus de revenus que ce qu'ils auraient généré autrement dit juste avec le minage. Et d'un autre côté, ça aide la grid. Ça aide, pardon, la grid électrique. Donc c'est finalement c'est un win-win pour tout le monde. Et c'est quelque chose que globalement tous les mineurs qui sont listés en bourse aux États-Unis sont en train d'étudier et ils essaient plus ou moins de répliquer cette stratégie de Riot. Voilà, bon, après, je sais pas si tu as des questions aussi sur ça. On peut aller encore un peu plus en détail parce que c'est vraiment giga intéressant. Ouais, bah vas-y, moi, ça m'intéresse de comprendre bien ça parce que du coup, en fait, comme ils sont compensés avec le contrat que tu viens de dire, ils ont un intérêt des fois à simplement pas miner parce qu'ils gagnent plus en ne le minant pas. En fait, c'est exactement ça, ce que tu dis. Ouais, alors et en plus pour le cas de Riot, c'est un peu particulier euh, puisque finalement, la majorité des mineurs, ce qu'ils essaient de faire quand ils ont un contrat électrique, c'est d'avoir un PPA, donc un Power Purchase Agreement, qui leur permet d'avoir un prix d'électricité stable dans le temps. C'est un contrat qui va dire, voilà, sur 5 ans, on vous garantit un prix électrique de 3 centimes le kilowatt pendant 10 ans. Plutôt que l'inverse de ça, c'est d'être directement relié à la grille électrique et donc d'être dépendant des variations de prix. Et donc, dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui, où les prix de l'énergie sont extrêmement volatiles, c'est très intéressant pour un mineur d'avoir un Power Purchase Agreement. Euh, et donc, pourquoi la situation de Riot est un peu particulière? C'est parce qu'ils ont à la fois ce contrat-là, et ils participent aussi au programme d'ERCOT. Donc, ce qui se passe, c'est que grâce au programme d'ERCOT, ils ont accès à des prix électriques moins chers, puisque, entre guillemets, si ERCOT leur demande de shut down leur opération pendant une petite période de temps, ils doivent le faire. Sinon, ils doivent payer des taxes qui sont très très fortes. Mais en plus de ça, ce qui est vachement intéressant avec Riot, c'est qu'ils peuvent aussi utiliser ce contrat électrique pour générer plus de revenus quand les prix de l'électricité, quand le break-even électrique dépasse celui du minage de Bitcoin. Donc, on va donner des chiffres un peu au hasard, mais admettons que pour le prix électrique Riot, admettons que miner avec une machine de dernière génération comme un S19, ça leur rapporte à peu près
$100 par mégawatt d'énergie utilisée, mais que durant une période d'été où il y a énormément de demandes de chaleur, etc., les prix électriques passent à 200 $ le mégawatt. Du coup, ce que fait Riot, c'est qu'ils vont complètement shut down leur opération et qu'ils vont dire, voilà, nous, maintenant, l'entièreté de notre contrat PPA, l'énergie à laquelle on a accès, on va la revendre sur le marché grâce à un hedge. Donc, c'est un produit financier qui est utilisé pour plein d'autres trucs. Mais là, entre guillemets, c'est eux qui vont utiliser ce contrat pour dire, voilà, nous, on a le droit, on a l'optionnalité d'utiliser cette énergie, mais vu que c'est plus profitable pour nous au prix du marché actuel par rapport au prix duquel nous, on a sécurisé le contrat de revendre cette énergie sur le marché, on va arrêter nos machines, on va faire ça. Et c'est pour ça que c'est super intéressant aussi pour les mineurs de participer à ce genre de programme, parce que dans des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui, bah, finalement, ça devient des revendeurs d'électricité plutôt que des mineurs de Bitcoin. Ouais, c'est super intéressant. Pour ceux qui suivraient avec directement le rapport, c'est la figure 19 où on voit vraiment cette ligne qui évolue à travers le temps. Et tu vois, par exemple, en septembre, novembre, décembre, c'est absolument pas rentable. Donc, ils minent du Bitcoin. Euh, Alors qu'en été, clairement, ça descend. Donc, ça fluctue énormément. Et pour tous ceux qui suivraient encore également avec le graphe, figure 20, on voit l'exemple que tu parles, où en février, il y a eu un winter storm. Et pendant 5 jours, du coup, ils ont tout shut down pour respecter que tu as parlé. Donc, on prouve quand même que les mineurs vont pas simplement désobéir à tout le monde. Et comme ils sont en bourse, ils sont obligés de respecter les contrats et les lois. Et si on leur dit shut down l'opération pour la population locale, ils le font. C'est important de penser ça, surtout en Europe où on n'aime pas trop le minage. Il y a une vraie utilité à sécuriser le grid qui est absolument pas compris des personnes qui veulent interdire le proof of work. Clairement. Et en plus, la deuxième étape de ça, et ils en parlent aussi dans le rapport, c'est que dans un monde où tu as énormément d'énergie renouvelable qui produisent de manière intermittente, tu as encore plus d'intérêt à avoir les mineurs qui vont venir proposer ce service-là. Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans l'ouest du Texas, là où il y a énormément de capacités éoliennes qui n'est pas utilisée, bah, c'est les mineurs qui viennent directement remplacer la capacité. Absolument. Le reste du rapport, donc, comme on l'a dit, c'est sur le flare gaz. Ça, c'est super intéressant, mais je ne sais pas si on va l'aborder en détail. Limite, moi, c'est pas trop par rapport à ce rapport, mais j'ai une question pour toi, Guillaume. Qu'est-ce que tu penses du message de la Maison-Blanche qui ont dit il faut interdire le proof of work? Tu sais, on attendait qu'ils terminent leurs études et leurs enquêtes. Ça a été terminé. Et donc, le rapport de la Maison-Blanche, c'est il faut interdire le proof of work. Comparé, enfin, quand ça, c'est ce qu'ils disent, ils recommandent, et on voit à côté que le Texas, ça le sujet full-time. Ouais, bah bon, déjà comme d'habitude, il n'y a rien de nouveau sur la communication des politiques par rapport au Bitcoin. Après, il faut quand même préciser qu'il y a certains passages dans ce rapport qui reconnaissent hein, l'intérêt du gas flaring, qui reconnaissent un petit peu l'intérêt potentiel du minage pour les grilles électriques. Après, il y a toujours un peu cette critique en mode c'est les mineurs qui profitent de l'instabilité de la grid, etc. Mais bon, enfin, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça change rien à ce qui se passe, à ce qui se passe d'habitude. Ce qui m'a par contre un peu choqué, c'était le langage qui est utilisé directement dans le rapport. C'était entre guillemets de dire voilà, si on n'arrive pas à calmer un peu tout le monde, on ferait appel directement à des pouvoirs de l'exécutif, sans forcément passer, je sais pas, par le Sénat ou quoi, pour essayer de venir bannir finalement le proof of work un peu à la manière dont a essayé de le faire l'Europe. Ça, je pense, ça dépendra énormément de ce qui va se passer en novembre aux élections. Qui est-ce qui aura le contrôle du Sénat? Si c'est les républicains qui gagnent, je pense qu'on n'entendra plus parler. Si c'est les démocrates qui gagnent et qu'ils ont une large majorité au Sénat, c'est très possible qu'on se retrouve avec un morceau de législation dans les 2 années qui arrivent qui viendrait à limiter le proof of work aux États-Unis. Après, la seule différence, on en avait déjà parlé, hein, mais la seule différence avec les États-Unis et l'Europe, c'est qu'il y aura énormément de poids au niveau du lobby, tout ce qui est blockchain, crypto, minage,
pour venir empêcher ces lois, alors qu'en Europe, il n'y a personne, malheureusement. Ouais, en effet. Et puis, ils aiment bien le minage, hein, les Texans. À chaque fois, on en parle. C'est un business model qui leur parle. Acheter des machines, avoir une rente qui tourne 24 heures sur 24. Moi, je pense qu'ils vont se battre. Merci pour ton résumé. Il y a deux personnes qui veulent parler. Nico, tu étais le premier, puis Pierre. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Nico, vas-y. Non, pas pour l'instant, merci. Ok, alors pour tout le monde, en effet, vous pouvez prendre la parole. Idéalement, prenez la parole du coup quand il y a un truc à dire, parce qu'on est limité en nombre de speakers potentiels. Donc pour l'avenir, pour tout le monde, sachez que Space a un cap maximum de speakers. C'est pour ça qu'on met les gens qui veulent parler. Mais pas de souci, Nico, si tu as un jour un truc à dire, bah, tu as la parole. Pierre, vas-y à toi. Et Pierre est en reconnexion. Pierre a été déconnecté. Bon, bah voilà. Guillaume, un dernier truc à dire par rapport à ce rapport? Non, en vrai, suivez Arcade Research, ils font du très bon travail. Ouais. Et pour tous ceux qui pensent que les mineurs ils doivent être H24 connectés, clairement, ils ont tout un passage où ils montrent qu'un mineur 100% connecté n'est pas plus rentable, hein, parce qu'il va être obligé de prendre de l'électricité extrêmement chère certaines fois. Et donc, en fait, dans combien de jours la machine va être repayée varie énormément en fonction du uptime et du prix de l'électricité. Et donc, une machine qui tournait tout le temps va faire perdre de l'argent euh, aux mineurs. Donc, c'est complètement stupide de penser qu'une machine tourne tout le temps. Guillaume, vas-y. En fait, surtout, ce que j'ai peut-être pas assez bien expliqué, mais qui est vraiment super important, c'est que pendant ces périodes où ERCOT te demande de shut down ton opération, c'est là où en général les prix électriques explosent totalement parce que c'est un marché libre. Donc, quand il y a énormément de demandes, les prix augmentent énormément. Et donc, parfois, on peut passer de 50 dollars le mégawatt à 3000 dollars le mégawatt en l'espace de quelques heures. Et donc, en fait, c'est vraiment sur ces petites fenêtres de temps-là que ça devient potentiellement extrêmement profitable pour un mineur de shutdown. Parce que lui, peut-être que son électricité, ça lui coûte 50, que produire du Bitcoin, ça lui coûte 150. Mais voilà, s'il peut revendre à 3000, même pendant quelques heures, c'est extrêmement profitable pour lui. Et c'est ce qui fait que finalement, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est comme la beauté de Bitcoin en lui-même, c'est que ça marche que sur des incentives qui sont bénéfiques aux deux parties. C'est-à-dire, c'est pas Aircode qui te dit de shut down et qui t'empêche entre guillemets de miner. C'est Aircode qui te signale que ça serait bien que tu shut down et tu vas le faire parce qu'en plus c'est bénéfique pour toi parce que ça va te rapporter énormément d'argent. Et en plus de ça, ça commence à faire réduire les prix pour les personnes, les citoyens, on va dire, lambda. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant dans la situation d'ERCOT. Et c'est quelque chose qui essaie de reproduire certaines autres grids qui sont un peu plus régulées. Mais c'est en train de se... Enfin, le Texas est un peu en train de devenir un, un training ground, un terrain d'entraînement un petit peu, pour voir comment ça se passe. Mais c'est quelque chose qui, si ça fait ses preuves, ça pourrait être adopté partout dans le monde. Donc c'est super intéressant. Ouais, bah pour l'Europe, nous, ils nous ont dit qu'il fallait plus utiliser de l'électricité quand on était en haut de la courbe. Ça, il faut flatten de energy curve en Europe. Donc, on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas au même niveau. Eric Dupont, enfin session du coup, vas-y. Non, bonjour tout le monde, j'ai rien à dire, je voulais monter pour dire bonjour. Non, bah, je vais retirer mon message. Ouais, c'est gentil. Bonjour à toi également. Je sais que c'est la nouvelle saison et que tout le monde a envie de parler, mais voilà. Donc n'hésitez surtout pas à parler si vous avez des choses à dire. Mais bonjour à toi aussi. Écoutez, je vous propose de passer sur le deuxième sujet, la centralisation de Lightning. Alors Fanny, c'est pas là, mais il y a John, et puis je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'audience qui vont pouvoir en parler. Donc n'hésitez pas à demander la parole pour contribuer. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle de ce thème? C'est parce que simplement mempool.space, qui est le meilleur site Blockchain Explorer pour bah, tracer la mempool, on va dire, a mis une nouvelle fonctionnalité qui est Lightning. Et ça permet d'avoir pas mal d'informations, pas mal de data sur le réseau en général. Et l'un des premiers graphes qu'ils mettent, on va dire, c'est la distribution de où sont hébergés les nœuds Lightning.
Donc, nous, on sait qu'il y a plein de nœuds Umbrel qui sont apparus, mais c'est pas eux clairement qui créent le réseau, c'est pas eux qui ont beaucoup de Bitcoin bloqués, c'est pas eux qui routent. La réalité, c'est que c'est des Lightning Service Providers, comme on en a déjà parlé, des vrais gros nœuds qui gèrent la majorité du truc. Donc, on sait déjà que ces nœuds ont un certain degré de centralisation. Par exemple, si vous êtes nouveau, bah, vous allez probablement vous connecter à A5 parce que vous allez pouvoir atteindre la majorité du graphe de Lightning. Maintenant, ce qu'on a en plus comme data qui était déjà potentiellement public, mais qui est intéressant, c'est où sont hébergés ces nœuds. Et on se rend compte que du coup, il y a quasiment 25% qui sont hébergés chez Google Cloud, 25% chez Amazon, 13% chez des Tata Web Global, et après, c'est tout le reste qui se bat pour les 40% qui restent. Donc, en plus d'avoir des gros nœuds qui potentiellement sont déjà une centralisation, on a également où ils sont hébergés. Et ça a fait parler. Et du coup, Helen Market, qui est notre casino préféré à tous, ont fait une annonce en disant qu'ils changeaient d'endroit où héberger leur nœud et ils passaient chez Nodal Cloud, qui est géré par Laurent MT, si vous connaissez. Non, par Laurent Non, de pas du Noodle. tout. Ouais. Ouais, par Laurent de Noodle, et qui, eux, font un service d'hébergement de nœuds et d'autres solutions souveraines dans Bitcoin. Ils vendent également des nœuds Bitcoin. C'est assez intéressant de voir qu'on s'est souvent moqué d'Ethereum pour la centralisation de leurs nœuds et que quand on regarde de notre côté, on est mieux, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Et voilà. Alors moi, je pense que Helen Market ont fait le bon choix et que c'est à chaque société individuellement de faire le pas, de sortir de ces gros géants. Après, John, tu vas me dire probablement que le service d'Amazon est tellement bien que où est-ce qu'ils vont aller? C'est ça le problème? Non. Euh, En fait, ouais, je vais revenir sur un truc que tu as dit, tu as comparé avec Ethereum. Et en fait, moi, ce que j'aimerais bien, pour mettre un peu en perspective, c'est quel est le risque résiduel de Infura et MetaMask qui se connectent donc à Infura et slash AWS et la topologie actuelle de Lightning. En fait, il faut lister les risques associés et pas simplement se dire euh, en gros, c'est une vulnérabilité, le fait d'être très centralisé sur deux grands fournisseurs de cloud. Mais quel est en fait le risque associé? Quel est l'impact qui risque de se produire? Eh ben, faut savoir le mesurer. Et simplement en fait mettre MetaMask en face de Lightning, bah, ça rend pas déjà tout à fait le même service. Et puis bah, du coup, l'impact il est pas le même, quoi. Donc c'est avant d'aller sur les considérations. Est-ce que AWS c'est génial ou pas? Donc, euh, moi, ce que je vois principalement, c'est que, entre guillemets, du jour au lendemain, AWS ou Google Cloud, ils pourraient couper les nœuds. Alors, techniquement, bah, ils pourraient le faire. Alors, est-ce qu'ils ont intérêt à le faire économiquement? Clairement, non. S'ils le sont forcés par juridiction, enfin, par voie légale, bah, techniquement, oui. Il n'y a pas trop enfin, de questions à se poser là-dessus. Euh, donc le risque, en fait, c'est qu'à un moment donné, on ait un trou de liquidité dans le réseau. Alors, c'est pas que le réseau il fonctionne plus, c'est que on arrive à un endroit où bah, on a un trou de liquidité, donc on aurait un réseau qui serait à un certain moment peut-être qui serait en fonctionnement dégradé, plutôt. Ouais. Euh, donc ça, une fois qu'on l'a dit, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, déjà, ce que je remarque, c'est que euh, si tu regardes un peu la constitution de comment est fait est réparti en fait les Lightning Service Providers, dedans, par exemple, tu vois que il y a j'avais fait un tweet là-dessus sur Google Cloud. Google Cloud, donc, il y a une capacité de 1000, un peu moins de 1600 bitcoins qui sont lockés. On a déjà Bitfinex qui a la moitié de la capacité. C'est-à-dire que eux, en tant que exchange, ils ont pour leurs propres besoins besoin de 800, de 800 bitcoins de capacité. Alors à côté, on aime bien dire Bitcoin, enfin Lightning, c'est mort, etc. Et puis là, il y a à peine, il doit y avoir un mois, il y a Bitfinex qui a triplé sa capacité publique Lightning. Alors peut-être que Bitfinex est un peu idiot et
Sauf que ça sert, bon, peut-être que ça sert finalement à rien et qu'ils s'en sont pas rendus compte. Euh, mais déjà, le fait qu'il soit sur AWS ou Google Cloud ou sur Noodle Cloud, Bitfinex, bah, c'est déjà la capacité qui est énorme chez Bitfinex en fait. Euh, et Bitfinex, ils vont pas se faire héberger sur un umbrella, clairement. Il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Ils ont un IT, voilà, donc ils ont besoin de services associés, ils ont leur propre expertise en interne. Donc ils ont des raisons objectives peut-être d'aller chez Google et pas se faire auto-hoster. Après, on peut dire, bah, ils s'exposent à des risques, mais c'est des risques qu'ils prennent pour eux. On est d'accord pour tout le monde, parce que je pense que la question d'un viewer, ils ne peuvent pas voler l'argent. AWS ne peut pas rug pull l'argent et les bitcoins. Alors ça, en fait, c'est si tu veux creuser un peu dans le détail du truc, je veux dire, dans l'absolu, c'est dans les data centers d'AWS. Est-ce que techniquement, ils peuvent s'emparer des disques? Moi, personnellement, j'y crois moyen. Alors, j'ai un biais, puisque je suis certifié AWS, tout ça, machin, et donc je travaille tous les jours sur AWS. Je ne pense pas que AWS a un intérêt objectif à voler l'argent pour des raisons économiques. Tout simplement parce que leur business, c'est d'avoir des grands clients qui vont chez eux et ils gagnent beaucoup d'argent là-dessus. AWS, leur, euh, leur exercice, enfin, Amazon, leur plus grand revenu, mais leur plus grande rentabilité, c'est AWS et c'est pas Amazon. Donc, je pense qu'ils ont plus intérêt à gagner de l'argent en préservant les données de leurs clients plutôt qu'à essayer de les voler en loose day, quoi. Mais Euh, je le pensais plus si l'État demande, oui, sont-ils en capacité de le faire? ouais, ouais, non, mais c'est ce que je te dis, ce que je disais en fait au début, c'est quel est le risque résiduel et est-ce que si l'État ils veulent interdire, enfin, bah peut-être oui techniquement, si déjà ils coupent juste les machines, c'est déjà et en fait comment dire, ils écrasent les données et tout ça, ouais techniquement, il faudrait le faire. Les entreprises, elles ont des recours vis-à-vis de ça. Euh, c'est de sauvegarder leurs données, avoir des procédures de ce qu'on appelle de disaster recovery. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si mes données, je les perds du jour au lendemain? Est-ce que je suis en capacité de pouvoir recréer une infrastructure n'importe où sur n'importe quelle solution d'hébergement? Euh, Il y avait, il y avait Victor de LN Market qui disait, en fait, cette problématique, elle a pas, l'hébergement n'est pas forcément une problématique si tu es en capacité de pouvoir restaurer ton infrastructure en 1 heure autre part. Tu vois? C'est-à-dire que là, dans ces cas-là, bah, a priori, t'es à peu près safe sur ce côté-là. Et effectivement, qu'on soit chez Nodal Cloud, AWS, Google, etc., quand tu as des assets aussi importants que des bitcoins qui sont loqués sur des machines, eh ben, il faut que tu puisses en capacité de pouvoir restaurer tes données n'importe où, n'importe quand. Y compris si tu es en vacances aux Açores, tu dois être en capacité de pouvoir restaurer ton infrastructure. Tu vois, mais ça, c'est des problématiques qui sont purement IT. C'est pas une. Peut-être que certains bitcoiners découvrent cet aspect-là, mais c'est un métier à part entière. Et LN Market, en fait, ils ont dû intégrer ces risques-là. Mais Bitfinex également, hein, tous ces fournisseurs ont besoin de pouvoir gérer ce risque. Et donc ça, je crois que ça répond. Enfin, j'espère que ça répond à ta question. Ça répond parfaitement à ma question et c'est super. Il y a trois personnes qui ont la main. Alors, je sais que Guillaume, tu étais là avant. Pantamis, j'imagine que ça va être technique. On va commencer par Guillaume et Sinche. Vas-y, Guillaume. Ouais, bah déjà, John, félicitations pour ta certification AWS. C'est magnifique. Moi, je suis certifié par la plèbe. En voilà, on n'a pas les mêmes certifications. Moi, ma question, Roxy, c'est plus est-ce que c'est vraiment un problème au niveau de Lightning? Je comprends que ça soit une inquiétude, la centralisation, mais j'ai du mal à comparer ça avec Ethereum, puisque finalement, au niveau de Lightning, il n'y a aucun aspect de gouvernance. Et John a un peu touché le sujet, mais si demain, il y a 50% de la capacité qui disparaît, bah, c'est une opportunité pour moi et mon nœud de venir remplir les trous qui auront été laissés par les personnes qui sont parties. Donc oui, ça pourrait être une grosse disruption, mais j'ai encore du mal à comprendre l'inquiétude de beaucoup de bitcoiners. Enfin, je comprends, tu vois, mais j'ai du mal à visualiser un peu le worst case scénario, parce que pour moi, de un, ça touche pas la main blockchain Bitcoin,
De deux, ça a l'air d'être principalement le problème de, entre guillemets, grosses entreprises qui sont sur le réseau. Euh, donc ouais, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que moi, je suis vraiment pas très inquiet, quoi. Non, non, je voulais surtout faire l'avocat du diable et comme ça, au moins, tout le monde a des arguments pour répondre à tout le monde. Et je suis d'accord avec toi. Limite, moi, ce que je pense, c'est que ça va faire exploser les taux d'intérêt pour du lending de liquidité ou ce genre de truc. Parce que du coup, tout le monde va chercher cette liquidité restante. Donc oui, non, je suis assez d'accord avec toi. John? Si tu as t'as des impacts, tu as tous les wallets type, les wallets qui sont attachés à des services providers, donc Phoenix, Breeze, etc. Admettons voilà, que demain, Lightning se soit extrêmement utilisé et qu'il n'y ait finalement pas beaucoup de place euh, sur la main chain. Et puis, bah, toi, tu utilises principalement Phoenix, par exemple. Boom, A5, ils sont obligés, voilà, ils se font fermer leur nœud. Donc en fait, ton wallet, bah, il te sert plus, tu peux plus l'utiliser. Et donc, tu as un impact d'usage, comme tu peux avoir un impact d'usage si ton MetaMask, il n'arrive plus à se connecter à, à une fois. Donc, tu as, ce risque en fait de disruption de service. Alors aujourd'hui, c'est pas forcément un problème. Euh, L'idée, c'est quand même que d'éviter que des wallets soient attachés en fait à des nœuds et qu'on ait toujours des alternatives d'avoir en fait d'être connecté à plusieurs nœuds, etc. Moi, j'espère que bah, des wallets type Phoenix ou Breeze, etc. Arriveront en fait à multiplier les services providers et pas se concentrer. En fait, là, on est un peu quelquefois dans un modèle de fournisseur d'accès à Internet parfois. Et en termes de résilience d'usage, c'est pas terrible, quoi. C'est améliorable. Super clair. Snitchy? Ouais, moi je voulais dire pour Lightning, au final, la centralisation qu'on voit, on peut peut-être se dire aussi que c'est parce que c'était entre guillemets peu utilisé et que du coup on déployait des moyens simples, etc. pour déployer le réseau Lightning. Mais au final, ça pose pas vraiment de problème. Bon, enfin, faut redéployer les infrastructures, etc. Mais s'il faut, entre guillemets, taper sur les gens pour que, ils réalisent qu'il faut changer de provider pour prendre du plus résilient dans d'autres pays ou même se self-host depuis Tor, etc. Et ben, tant mieux. Et comment dire, la communauté va réagir et prendre ses propres défenses, quoi, comme on avait vu avec le torrent, etc. John? J'avais juste que je voulais compléter, c'est qu'on a eu un débat un peu houleux avec Rami, je ne sais pas s'il est avec nous, hein. Euh, si on met en perspective la menace étatique, le fait d'être sur AWS ou je ne sais quoi, les entités comme A5, c'est des entités juridiques, des personnes, elles existent, on sait les trouver. Je pense que c'est plus facile d'arrêter les personnes qui travaillent chez A5 que d'aller couper leurs nœuds. Alors on fera probablement les deux, mais si on parle de problèmes juridiques, bah, faut le voir de manière un peu plus globale et pas seulement technique. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a des gens, je pense, qui rêvent d'avoir un Lightning complètement décentralisé sur Tor, etc. Déjà, on voit que Tor, ça marche très très mal, hein. Enfin, faut vraiment gérer un nœud Lightning et utiliser régulièrement Tor pour se rendre compte que Tor, c'est vraiment pas. Enfin, euh, c'est déjà un point bloquant dans la performance globale. Et Tor n'est pas immunisé aux attaques, hein, loin de là. Et mettre des centaines de milliers de Bitcoin sur des nœuds Raspberry Pi, je ne suis pas sûr que ce soit très sain non plus du point de vue purement réseau. Alors personnellement, j'ai pas dit de mettre justement sur des Raspberry, etc. C'est pas Mais pour toi, hein. justement, je dis qu'en fait, c'est avec les événements qu'on va avoir. On va avoir plusieurs types d'attaques, etc. Enfin, en gros, on aura plusieurs cas d'études où on aura justement les solutions qui voudront s'offrir. Mais je pense que justement, on doit voir en fait les choses arriver. Il faut être protégé. Enfin, il faut quand même être protégé, mais il faut qu'on voie les choses arriver pour que justement on puisse déterminer comment se protéger sur ce genre d'attaque, quoi.
Après, Just Nietzsche, par exemple, là, ce qu'on parle, c'est que ceux en ClearNet, donc on voit. Donc, on considère pas tous les nœuds cachés. Et comme le dit John, on parle de grosses sociétés qui ont quand même des besoins. Enfin, tu sais que quand tu utilises une grosse société, qu'il y a un degré de centralisation qui est accepté par le client. Après, c'est plus, est-ce que ces gens sont conscients du service qu'ils utilisent? C'est peut-être là où nous, on a un rôle à Oui, faire mais regarde, et justement, expliquer aux gens. l'entreprise, si elle a besoin d'un service centralisé, au lieu de se tourner, par exemple, vers AWS, elle peut se tourner vers des services, je sais pas, qui peuvent se baser en Islande ou enfin d'autres pays, justement, qui ont des meilleures lois. Et déjà avoir une meilleure gestion déjà au niveau de la centralisation pour qu'on ait justement plus de résistance, quoi. Mhm. Ah non, je vois. Ce que je voulais dire, c'est c'était Rami en fait qui justement disait, en fait, il rêvait d'un Lightning complètement sous Tor, que sur des Raspberry Pi. Faut arrêter de rêver. Hein. Tu fais pas du settlement en 3 secondes, peu importe le layer d'ailleurs, complètement distribué, sans risque, sans aucun risque de contrepartie. Tu as des choses à arbitrer et ça marchera pas. Hein. Lightning de cette manière-là fonctionne pas. En fait, moi, quand je regarde, quand je regarde Lightning, je regarde un peu la littérature, j'ai l'impression en fait le réseau est jeune. En fait, la centralisation elle m'a l'air plutôt circonstancielle. C'est vrai, il y a des gros nœuds, mais d'un autre côté, on a de l'optionnalité. On n'est pas obligé de passer par ces gros nœuds. Donc après, faut peut-être penser au marché pour. On va peut-être à un moment se placer tous derrière des nœuds plus individualisés. Mais le truc, c'est qu'après, si chacun a son nœud Lightning, on n'aura pas assez de place sur le réseau Bitcoin parce qu'à chaque fois, c'est une ouverture de multisig. Mais aussi, on pourrait imaginer, et ça, il y a des solutions comme par exemple Galoy, Fedimint, où on a des espèces de réseaux privés centralisés. Par exemple, je sais pas, un truc comme Galoy, Fedimint. Et c'est centralisé. Et puis ensuite, on passe par un intermédiaire. Et cet intermédiaire, lui, fait la transaction sur Lightning. C'est-à-dire qu'on économiserait les adresses et on aurait plus de privacy. Parce que ce qu'on reproche aussi un petit peu au réseau Lightning, c'est la privacy. Mais on pourrait avoir des gros nœuds, mais si on ne se connecte pas directement aux gros nœuds, bah, les gros nœuds, en fait, ils sont aussi embêtés parce qu'ils n'ont pas forcément toute l'information puisque c'est de l'onion-based routing. Donc, en fait, pour résumer, en fait, je n'ai pas l'impression que la centralisation elle soit vraiment inhérente. Elle est plutôt de circonstance. Et puis, en fait, le réseau est jeune, il a vraiment beaucoup à. Enfin, il y a beaucoup de choses qui doivent évoluer. On est aux prémices. Je suis assez d'accord avec ça. Et puis, il faut pas oublier qu'en plus, aujourd'hui, qui c'est qui est en capacité de bootstrap le réseau? C'est les grosses entreprises. Et heureusement qu'il y a des gens comme Bitfinex, comme River, comme Endmarket, etc., qui à la fois viennent proposer des services Lightning, mais qui en plus, avec leur capacité, font grossir le réseau. Mais il faut pas oublier que, John, corrige-moi si je me trompe, mais aujourd'hui, la capacité, c'est quoi? 4000 bitcoins maximum, un truc comme ça? Light- Euh, Lightning, on est sur du 4300 en clear net et tu rajoutes un petit peu en cachet. Bon, allez, voilà, donc 4500, 5000 en public, c'est ridicule, c'est absolument minuscule. Et donc, c'est vrai que voilà, il faut être, moi je pense, il faut être un petit peu plus, on va dire, moins inquiet de cette situation. Et en plus de ça, j'en avais déjà parlé précédemment, mais euh, un réseau qui se base sur la capacité de transaction, puisque ça fait partie du trilemme des blockchains. C'est la manière dont Lightning, c'est la manière dont Bitcoin résout ce trilemme-là en se concentrant sur la base chain, sécurité, décentralisation et la capacité de transactionnelle, on la porte finalement sur le L2. Mais du coup, cette capacité transactionnelle, forcément, elle inclut un certain degré de centralisation à un moment donné. Et je pense que les bitcoiners, on a un problème, on a une tendance à vouloir tout décentraliser, alors que parfois, c'est pas forcément la solution optimale. Moi, je pense que le réseau Lightning, il fonctionnera mieux s'il est un peu décentralisé, mais il n'a pas besoin d'être aussi décentralisé que la blockchain elle-même. Ça, c'est mon avis personnel. Je sais que c'est peut-être pas très populaire, mais c'est comme ça que je vois les choses. En fait, après,
en fait, après, en fonction de l'évolution du marché, peut-être de manière opportunistique, comme ça, on pourra centraliser certains points, avoir plus de privacy. En fait, le réseau vraiment doit évoluer. Enfin voilà, le proof of stake, c'est vraiment de centraliser de manière structurelle. Il y a un problème structurel. Et là, avec Lightning, on n'a pas ce problème vraiment de structure. Après, n'oublions pas qu'on est qu'au début, hein, comme tu l'as dit, en termes de quantité d'utilisateurs et de Bitcoin bloqués, il y a énormément de trucs encore en développement. Et tu parlais de la limitation, par exemple, du TXO ou d'ouverture de fermeture. Il y a des solutions techniques qui viennent pallier à ce problème en cours de développement. Euh, euh, je vais essayer d'avancer, parce que je sais qu'on veut tous parler. Pantamis, ça fait des années que tu lèves la main. Vas-y. Hello les gens. Alors, moi globalement là-dessus, ce que j'ai à dire, c'est que le framework dans lequel vous vous placez n'est pas forcément le bon. C'est-à-dire que le risque de centralisation, quand il se matérialise, c'est pas juste que la capacité disparaît. Le risque de centralisation, s'il se matérialise et que effectivement il y a une attaque qui est menée à partir de ce point-là, ça va être que les opérateurs, ils vont pas arrêter leurs nœuds, ils vont continuer d'utiliser leurs nœuds, mais ils vont potentiellement agir de manière malicieuse. Donc on a parlé de la privacy, mais par exemple, si les nœuds sur AWS ou même les entités légales, hein, je discute après pourquoi je trouve que discuter d'AWS c'est pas forcément pertinent. Euh, si les nœuds décident, s'ils sont capturés par une entité légale, l'entité légale peut leur demander de continuer à utiliser leur nœud, mais à coopérer avec les autorités d'une manière ou d'une autre pour soit désanonymiser les paiements, soit empêcher certains paiements de passer, voire essayer de faire des risques de contrepartie sur certains nœuds. Enfin, voilà, il y a ce type de risque qui existe. Et donc maintenant, ce risque est pas, enfin, il est pas énorme. Déjà, c'est toujours un petit peu compliqué de s'intéresser à quelle est la bonne unité d'observation en fait dans le réseau, parce que si on regarde la capacité, bah en fait, on va voir que la majorité de la capacité, elle est principalement dans des canaux entre les entités légales. C'est-à-dire les plus gros canaux, on va les trouver entre OpenNode et Bitfinex par exemple. Donc à partir de là, que ce canot il marche ou il marche pas, du fait d'une capture légale d'une capture des entités légales, ça change pas grand-chose en fait. De toute façon, c'est Bitcoin bloqué dans des canaux très gros entre des entités légales. Donc c'est pas forcément la capacité qu'il faut regarder. C'est très compliqué. C'est certainement très beaucoup plus compliqué. Je serais pas capable de répondre à la question de comment faut regarder les choses, mais c'est très difficile de juger à mon avis. Maintenant, sur l'attaque enfin, ce que j'ai décrit sur le potentiel d'attaque en cas de capture par le régulateur ou des choses de ce type-là, finalement, la question, c'est de savoir où est la clé privée. Parce que pour pouvoir utiliser le nœud de manière malicieuse, il va falloir un moment qu'il y ait la clé privée quelque part et qu'elle soit utilisée pour signer des choses. Et là-dessus, il y a quand même des solutions qui existent. On n'a pas beaucoup parlé, John n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes d'IT derrière à gérer ce genre de choses. Des choses qu'on appellerait des remote signers. Donc l'idée, c'est que la clé privée, elle est déportée sur un serveur ailleurs, et le nœud Lightning, lui, il tourne. Et puis quand il a besoin d'une signature par la clé privée, pour ses besoins, eh ben, il fait une demande, il contacte directement le serveur qui lui aussi fait tourner un genre de mini wallet Lightning spécial qui va faire des vérifications aussi que ce qu'il signe, c'est pas quelque chose qui a un risque de perte de fonds. Et ce remote signer, il va pouvoir permettre de faire en sorte que la clé privée soit toujours hébergée ailleurs que le nœud en lui-même qui possède la base de données des canaux, etc. Donc ça, cette solution, elle existe déjà sur LND. LND, ils implémentent déjà un remote signer. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est dans les docs hein, du code source. C'est pas encore beaucoup. Je pense que très peu de gens les utilisent et je pense que même dans les Lightning Service Provider, il y en a très peu qui utilisent ce genre de solution parce que bah, évidemment, ça dédouble le problème. C'est-à-dire que il y a la problématique d'héberger le nœud Lightning principal qui est utilisé tous les jours, et puis il y a la problématique de où est-ce que tu mets le serveur qui a la clé privée, parce que du coup c'est un hot wallet, hein, puisqu'il faut qu'il soit en permanence
connecter pour que le Lightning Server Provider il puisse signer des transactions Lightning en permanence comme un nœud normal. Donc ça, c'est aussi une difficulté. Et donc, c'est un autre problème. Donc, après, certains peuvent décider d'auto-héberger ce genre de choses. Ça paraît plus envisageable d'auto-héberger pour juste ça, avec une connexion VPN et pas du Tor pour éviter que, que ce soit lent à envoyer des signatures ou des choses de ce type-là. Et si jamais le régulateur il utilise AWS comme moyen de capturer le nœud Lightning, eh bien, il pourra pas utiliser la clé privée. Et donc, effectivement, il aura que le choix de fermer les canaux ou quelque chose de ce type-là. Et auquel cas, bah là, c'est effectivement, on n'est pas dans un cas où l'attaque est critique pour la plèbe que l'on est. Et au contraire, c'est même très avantageux puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, si les gros nœuds ils ferment, bah, c'est plus de transactions pour les plus petits. Donc, c'est pas mal aussi. Voilà, là-dessus, il y a ce type de solution. Et il y a une dernière solution qui, là, par contre, je pense, c'est un peu plus déployée, c'est la réplication de la base de données des canaux. Quasiment tous les nœuds Lightning, toutes les implémentations proposent un système de réplication aujourd'hui, je crois. Je crois que même LND le fait, je suis pas sûr pour Eclair, il faudrait une confirmation. Je m'inscris en faux. Voilà, je pense que je comprends que tu sois pas d'accord, hein. Je veux dire, je pense que c'est très compliqué. Je sais bien que c'est très compliqué aussi, hein, mais Sur je veux dire, LND, pour l'instant, je m'inscris en faux. tu penses qu'il y en a pas, c'est ça? Il y en a pas? Euh, sur le truc legacy classique, non, là, il y a pas. Moi, je cherche une solution et c'est l'enfer. Ok. Non, il y D'accord, a, non, non, mais c'est possible, hein, c'est grave possible. Sur CLN, c'est clair qu'il y a ça. ouais. Sur LND, je sais plus, ouais, potentiellement. Par contre, il y a le Non, remote signer à la place. Bon, c'est quand, après, quand, quand tu es nœud de routage, il faut prendre un nœud sérieux comme ouais, ouais, Core Lightning ou Éclair. ouais. Enfin bon, bref, je suis d'accord. Mais donc, mais je crois qu'il y a pas mal de LSP, de Lightning Service Provider qui utilisent LND, donc bon, tu vois, enfin c'est un peu compliqué. Mais bon, bref, voilà, juste pour dire que finalement, l'attaque la pire, c'est d'utiliser la clé privée du Lightning Service Provider, mais il y a des solutions pour éviter que ce soit trop facile non plus. D'un point de vue technique, donc si jamais ça venait à arriver, eh bien, je pense que les service providers changeraient leurs habitudes et ils se referaient un peu d'IT dans la figure, mais ils pourraient s'en sortir. Voilà, donc c'est pas non plus dramatique. Donc moi, je m'inquiéterais pas trop pour ça. Je pense que le plus inquiétant finalement, c'est une attaque sur la privacy. Il y a un papier récemment qui a été rediscuté par Laurent NT justement sur le problème de la centralisation du mining et de la manière qu'on peut désanonymiser les paiements. Bon, là-dessus, j'ai aussi des critiques sur ce papier. On n'a pas le temps d'en discuter, je pense, mais voilà, pour dire que l'attaque la pire, hein, c'est pas juste de fermer les canaux du gros nœud, c'est bien d'utiliser le nœud de manière malicieuse et donc ne pas fermer le nœud, faire comme si une certaine est passée. Et puis en fait derrière, c'est le gouvernement qui est en train de désanonymiser tous vos paiements, de les sélectionner, de faire croire qu'il n'y a pas de route pour tel nœud ou je sais pas quoi. Enfin voilà, La c'est photo, enfin, la fête au pot de miel. En vrai de vrai, je me dis quand même, ce serait pas mal d'avoir une vraie, une vraie attaque. Alors, il y a plus, t'as cité ouais, un autre type de risque, mais ce serait intéressant parce que déjà, bah, alors, ça démontrerait quand même qu'il y a un intérêt à faire quelque chose sur Lightning, à être malicieux sur Lightning, et ça mettrait, je pense, un peu de stress sur le système, à voir bah, comment mais trouver ouais, des clairement, je suis solutions totalement ad d'accord, hoc. hein. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est toujours des risques IT, et en fait, tant qu'on n'est pas confronté en fait à ces risques, tant qu'on les a pas, Tant qu'on ne se les prend pas dans la on a, figure, on va pas prendre de mesures ouais. contre ça, hein, c'est logique, Oui, c'est normal. oui, oui, mais en fait, c'est les IT de toutes les boîtes, en fait, ils apprennent des échecs des autres. Et donc, ce C'est serait ça. intéressant de voir quelque chose pour justement améliorer l'ensemble de l'écosystème. C'est ça Voilà, qui est donc c'est à peu dommage près tout ce avec, que j'avais à dire. c'est ça qui est dommage avec les compagnies Bitcoin et les Bitcoiners en général, c'est que vu qu'on est tellement trop fort comparé aux shitcoiners, ben on se fait jamais hacker. Et du coup, il n'y a jamais de perte de fonds et du coup, on peut pas apprendre en fait. Et du Si, coup, si, c'est il peut-être y ça en a, fait une bonne si vous critique. voulez un cas d'étude, il y a, comment ça s'appelle, là, le gang Revol qui avait fait un ransomware, qui avait utilisé Lightning. Et de ce que je sais, ils avaient réussi à récupérer les bitcoins. Donc, il faudrait voir comment ils s'étaient débrouillés pour choper ça.
faut partager les ressources comme ça, là, qu'on en Oui, bah, je discute, le c'est intéressant. partagerai. Bon. Ok, merci beaucoup pour ta mise pour tous ces angles d'attaque. Je vois que l'heure tourne, mais en tout cas, ok, super intéressant comme discussion. On commence très fort la saison 2. J'espère que tout le monde apprend. Est-ce que vous voulez faire un dernier truc par rapport à ce sujet? Sinon, je suis obligé d'avancer vers le troisième sujet. Donc ça fait déjà 1 heure qu'on parle. Je casse l'ambiance à chaque fois, c'est insupportable. Je vais me faire virer. Mais non, Euh, t'inquiète. Mais non, ce qui casse l'ambiance, c'est qu'il n'y a pas Fanny ni Lounès. Donc bah, n'hésitez pas à leur surtout que envoyer un message et leur dire, voilà, franchement, les gars, vous ruinez l'ambiance, vous n'êtes pas là, quoi. Surtout que j'ai besoin d'eux parce qu'on là on est censé faire un débrief de Riga et des gros trucs qu'on a préférés tout de l'été. Donc je vais me le faire tout seul. Du coup, sujet 3 c'était un peu récap de l'été, surfing, Riga, les grosses annonces, qu'est-ce qu'on est le plus hype, tout ça. Donc je vais peut-être vous faire un petit monologue de 5 minutes. Déjà, j'ai annoncé le système d'ambassadeur des coups Bitcoin récemment. Donc je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne YouTube ou demain, je pense qu'on balance articles, newsletter et thread. Donc quand vous le voyez, retweetez et participez. On va pas monopoliser du temps là-dessus. Mais voilà, sachez que ça vient si vous voulez m'aider. Demain, vous retweetez le truc. Par rapport à Riga et surfing, Riga, c'était top, c'est très technique, hein, c'est une conférence indispensable, je trouve. L'organisation était top, les talks sont bien, il n'y a pas eu de choses révolutionnaires. Limite, si j'ai envie d'apporter un truc pour nous tous qui serait utile, c'est la place que commence à prendre Wasabi dans l'écosystème. Pas pour faire du drama, mais clairement, entre l'annonce de Trésor et BTCP Server, Wasabi commence à s'implémenter un petit peu partout, là où pas forcément pour Samouraï. Et Nick, j'ai parlé pas mal avec des devs de Wasabi et certains Français qui bossent avec eux. Donc, pour mettre du drama un peu plus sur la chaîne, sachez on va se taper des interviews par rapport à Wasabi, histoire d'avoir les deux camps, le camp Samouraï et le camp Wasabi. Je pense que dans tous les cas, le dialogue est bien. Et je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous pensez du coup de toutes ces annonces, si vous avez suivi en mode CoinJoin directement via le Trésor et en sortie BTCP serveur également. Vas-y, Snitchy. Bah, franchement, les intégrations, elles ont l'air cool, mais ça reste un pot de miel comme service, donc les gens, ils iront pas, en fait. Donc, c'est réglé. D'ailleurs, on le voit depuis que ils ont fait leurs annonces comme quoi ils étaient en compliance avec Chainalysis, le volume va vers zéro. Donc, c'est- enfin, ça va, comment dire, peut-être faire un petit massage cardiaque pendant l'agonie, mais ils vont mourir, quoi. Guillaume? Ouais, vraiment exactement le même avis que Sinchi. J'en pense que la CIA, ils sont très forts pour faire des partenariats. Alors pourtant, vous le savez, hein, moi j'étais un très grand défenseur de Wasabi. Je préférais l'interface de Wasabi à celle de Samurai et j'ai toujours pensé que pour l'adoption des CoinJoin par l'ensemble des plebs, c'était sûrement Wasabi qui allait gagner. Mais depuis qu'ils ont fait ce move de compliance avec Chainalysis, etc., je les trouve totalement à vomir. Et je pense que toutes ces annonces sont absolument inutiles et qu'elles ne bernent personne, puisque la majorité des utilisateurs des CoinJoin, c'est des bitcoiners quand même assez habiles. Donc je pense que ça changera pas grand-chose. Mais alors, du coup, en parlant avec les devs Wasabi ou des gens qui bossent là-bas, je ne pourrais pas dire exactement leur rôle, ils La disent, bah, en CIA, fait, oui. notre service, il peut être utilisé par des corpos, par des banques, et en fait, juste nous, ce qu'on propose, c'est pas, enfin, les personnes qui l'utilisent, ils ont pas forcément les mêmes contraintes que nous. Si toi, tu essaies de te cacher de l'État, par exemple, c'est vachement différent de si juste tu veux pas que ton voisin puisse voir. Du coup, avoir un. Alors, je fais l'avocat du diable, hein, clairement, personnellement, je suis assez d'accord avec vous. Mais avoir un degré de centralisation, être OK que finalement le gouvernement regarde, parce que dans tous les cas, tu es une banque et tu dois mettre patte blanche, ça te permet quand même de cacher certaines choses aux autres compétiteurs. ouais, Donc, en alors, gros, eux, leur logique, c'est que le produit, s'il est bien, il sera utilisé par des gens qui veulent simplement l'utiliser pour eux et pas pour une utilisation que nous, on ferait en mode full anonyme. Je sais pas si ça ouais, a du sens. alors là, encore une fois, je suis désolé, mais c'est vraiment, ça, c'est le genre de truc de réponse qui Vas-y, John, m'énerve. lâche-toi. Balance des insultes, vas-y. Si, Insulte.
si je mixe mes coins et qu'à un moment donné, j'ai besoin de mettre un coup de tampon pour dire ma thune, elle vient pas d'un vieux recel de je ne sais quoi, eh ben, je prouve que l'attachement de mes anciennes postes, enfin, en post mix, je peux signer une, avec mon ancienne clé privée. Et comme ça, en fait, on peut retracer. Je dis, je prouve que j'ai eu, comment dire, j'ai eu cette XO, qu'elle vient pas de n'importe où, hein, et que j'ai cette clé privée. Tu peux déjà, en fait, c'est comme d'ailleurs Monero. Monero, tu peux aussi, de manière contextuelle, prouver en fait à un moment donné ce qui s'était passé. Et Tornado Cash également. C'est-à-dire qu'en fait, on peut déjà, en fait, dans les protocoles, c'est ce que d'ailleurs, c'est ça hein, l'histoire de la vie privée. C'est pas d'avoir une vie secrète. Julien, il le dit très bien, Julien Guiton. C'est de pouvoir, enfin, par défaut, hein, que personne ne le voit et que je peux apporter la preuve à un moment donné de quelque chose. Ouais, je Et donc, comprends l'idée philosophique qu'on essaie tous de défendre, mais tu peux comprendre qu'une banque ou une grosse société américaine, elle n'a pas la même vision de la vie privée et elle, ce qu'elle veut, c'est simplement se cacher de son voisin, pas de l'État. Donc, mais non, mais utiliser je veux un dire, service qui est déjà espionné par d'autres personnes, c'est pas gênant pour elle. non, mais c'est pas ça. Ce que je viens de t'expliquer, c'est qu'une entreprise, avec Samouraï, elle peut déjà prouver que ces coins, ils viennent pas de n'importe où, hein. Enfin, il peut déjà en fait se présenter auprès des services administratifs et démontrer que ces coins, ils ne viennent pas de nulle part, tu vois. T'as pas besoin d'avoir un tiers de centralisation pour faire ça, quoi. Moi, j'aimerais dire aussi là-dessus, c'est même des principes de sécurité informatique, en fait. Enfin, comment dire, il y a plein de backdoors comme ça qui ont été faits, ou c'était des backdoors qui étaient développés secrètement par les États pour attaquer les gens. Et tôt ou tard, en fait, ben, ces backdoors, elles sont leakées. Donc, ça fait que tu as n'importe qui a accès à cette backdoor. Et du coup, cette fameuse, par exemple, démixage qu'aurait un État pour prouver, je sais pas, les paiements, etc., bah, au final, tout le monde l'aura. Et au final, ça va être plus une arme qu'autre chose, alors qu'à la base, tu voulais juste avoir de la confidentialité. Donc, je pense pas que c'est une bonne idée. Et d'ailleurs, on a des trucs comme ça, bah, les backdoors comme Bluekeep, c'était des trucs qui ont été faits par la NSA et aujourd'hui, ils regrettent en fait de laisser des, enfin, d'avoir fait des backdoors secrètes comme ça, puisque après, ça finit avec des leaks et ça peut même être retourné contre toi à la fin. Intéressant. Et alors, je vais vous emmerder sur un autre point. Qu'est-ce qui aujourd'hui, je pense qu'on avait déjà débattu dans notre entonnoir, nous empêche à quelqu'un de créer une nouvelle pool de mixage, d'être un autre contributeur Wasabi qui n'est pas relié à Chainalysis ou ce genre de choses. Si leur service marche et qu'il y a une demande, pourquoi il n'y a pas d'autres pools qui se sont créés ou qui se développent? Pourquoi personne pense à le lancer si théoriquement ça rapporte quand même de la moula? Bah, parce Il y que en a une, hein. moi, je pense déjà que le projet en lui-même, il a fait un peu red flag. Donc, les gens ils sont tournés vers des outils qui fonctionnent. Déjà, je veux dire, Sparrow, voilà, il est ce qu'il est. Et donc, les gens qui partent, ils vont pas se dire. Alors, il y en a qui ont essayé de le faire, mais après, maintenir un projet open source, montrer les serveurs, etc., et avoir la capacité, en fait, à être suffisamment résilient. Les équipes de samouraï, c'est ce qu'elles font, en fait, hein. Elles sont plutôt discrètes. Elles sont dans des juridictions particulières. Tu sais, c'est pas un John qui va monter son propre service de son côté. Tu vois, moi, je prendrais pas ce risque-là, quoi. Donc, je pense que c'est pas si simple de dire, voilà, il suffit juste de le faire apparaître, etc. C'est techniquement possible, mais s'il n'y en a pas, c'est peut-être qu'en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Et si leur service, il est réservé en grosses corpos, tu as 15 grosses corpos qui vont mixer entre elles. Je suis désolé, mais le démixage, il n'y a pas que l'État qui va réussir à le faire, quoi. Moi, je voulais juste dire, il y a un service, bah, apparemment, il s'appelle SafeWallet qui l'avait lancé. Mais en fait, le problème, c'est que de toute façon, comment dire, c'était aussi l'UX de Wasabi qui était un peu fuck, où quand on envoyait des coins, tu avais des fois, tu sais, comment dire, les UTXO de change qui étaient envoyés, etc., qui te démixaient. Donc, je pense qu'il y avait déjà ce problème. Et tu as aussi le problème où, qui te dit que c'est pas un coordinateur justement malicieux qui vient record tous les coin joins de tout le monde pour, enfin, pour les snitch, quoi, littéralement.
Et c'est là où tu as un problème, parce que au moins quand tu es sur, comment dire, sur Whirlpool, bon, peut-être que les mecs, ils disent pas qu'ils travaillent avec le gouvernement, même si ça a vachement pas l'air. Et enfin, t'es déjà un peu plus assuré que en allant dans la nature avec des nouveaux coordinateurs Wasabi, quoi. Guillaume? Ouais, après, pour répondre à ta question initiale, Roxy, aussi, je pense que il y a peut-être des craintes de finir en prison de la part des personnes qui seraient potentiellement intéressées de lancer ce service, parce que faut bien que quelqu'un le lance. À un moment donné, il faut bien qu'il y ait un humain derrière un ordinateur qui décide de lancer ça. Et voilà, j'imagine qu'il y a un très gros risque au niveau régulation, et vu ce qui s'est passé avec Tornado Cash aussi, ça ne doit pas être facile mentalement de dire, voilà, je vais lancer un coordinateur conjoint sur Bitcoin aujourd'hui. Bon, après, c'est... Voilà. John, il va pas le faire, quoi. On a bien compris, Genoveva. Ok, ok, cool. Bon, bah, je pense qu'on a bien parlé des trucs de Wasabi. C'est du drama, c'est toujours important de temps en temps. Le deuxième point que je voulais aborder par rapport au récap et qu'est-ce qui m'a le plus plu dans tout l'été ou quoi, c'est BTCP Server. Vous savez que je suis un fanboy et leur migration vers un système de full plugin avec des plugins comme LN Bank qui permet du coup la conversion en euros d'un certain pourcentage des bitcoins que tu touches, d'un système de streaming directement connecté à BTCP. Donc par exemple, quand enfin, Podcast 2.0 ça vous parle, Fontaine ça vous parle. Bon bah là ce sera en self-host 100% sur le BTCP de Stego Bitcoin et l'argent ira directement par exemple à Guillaume et à John en pourcentage prédéfini. Bref, il y a plein de plugins qui commencent à se rajouter, des plugins de design, et ils veulent vraiment devenir le nouveau WordPress. Donc vraiment un système full open source où tu touches plus et tout vient se rajouter au-dessus. Et je trouvais ça extrêmement bullish et une super idée parce que l'une des réticences que j'avais comparé par exemple à une solution comme OpenNode, c'est des problèmes de liquidité, c'est la gestion du nœud, c'est la conversion en euros. Et tous ces problèmes, en fait, viennent être résolus par des plugins extrêmement faciles à mettre en place, développables par tout le monde, sans risque légal pour la team de BTCP Server. Donc voilà, je ne sais pas du tout si des annonces ont été mises en ligne. Donc je ne sais pas si les talks de la roadmap que j'ai vus à Riga sont disponibles en ligne. Mais grosso modo, là, considérez que dans 8 mois, on va passer de 4 plugins à quasiment 15 plugins. Et après, il y a de la documentation, il y a un système design, et tout le monde va pouvoir développer sa propre amélioration au truc sans que ça doit être merge dans le code et sans que la team core de VCP ait quelque chose à dire. Donc, si vous voulez faire une implémentation pour que ça soit du Moula et puis du Lightning ou du Bitcoin, vous pouvez sans que personne ne vous empêche. Je trouvais ça absolument une super bonne direction qu'ils prennent tous. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez vu un peu ça ou si vous voulez en parler. Ouais, moi, justement, il y a la Bolcard, en fait, le lecteur de Bolcard qui est intégré déjà en plugin que j'ai pu tester. Il y a un petit bug, je sais pas, dans Umbrel qui fait que Panda a pas pu le déployer, mais ouais, clairement, c'est des super bonnes idées. Ça prend un peu le chemin de ce que fait LNBit, un très orienté plugin. C'est là-dessus où on voit un peu le potentiel de Lightning, toutes ses capacités à pouvoir utiliser ces Satoshi d'une autre manière. Notamment, là, tu l'as cité là, pour les podcasts, c'est ce qu'on appelle le value for value, où c'est vraiment intéressant. Donc, ça fait un moment qu'ils le teasaient. Ils en avaient déjà parlé, je crois, il y a un peu plus de 6 mois. Donc, moi, je serais curieux de voir ce qui va apparaître. Par exemple, en parlant des plugins et du drama Wasabi Samurai, donc dans la salle, ils ont annoncé le partenariat avec Wasabi. Et il y avait évidemment un mec full samouraï avec l'énorme sweatshirt samouraï qui balance quand est-ce que vous implémentez Samurai ou quoi. Et en fait, la réponse, c'est développe ton plugin. Donc, ils veulent vraiment partir sur un modèle où on pourra faire ce qu'on veut. Et voilà, comme on a parlé de Big Wasabi 47. Samurai avant, c'est cool. Ouais, Loïc, si tu es avec nous, tu t'as qu'à déployer Big 47 euh, dans. C'était littéralement la question. Ils ont posé ça la question au lead dev là-bas. Et il a répondu c'est dans ma to-do, j'ai pas trop le temps, fais un PR ou sinon crée le plugin et moi je t'accompagne
pour de la revue, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment juste maintenant, c'est à nous de, enfin c'est à nous. C'est la communauté qui va vraiment prendre le relais, ce qui peut être assez incroyable, je trouve. Snitchy, vas-y, t'as la main levée. Non, moi je voulais dire, ouais, ça a l'air cool comme implémentation et je suis scandalisé qu'il n'y ait toujours pas d'implémentation pour Moulin en fait. Elle va arriver à la boule. C'est dans la roadmap. T'inquiète pas. Fais-nous Espèce confiance. de scammer, c'est toujours pas là. Non, 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 tout est prévu. Je vois que tu manques de foi et ça m'attriste beaucoup. Du coup, Roxy, alors il va y avoir une implémentation pour les podcasts, c'est ça, pour partager les revenus? Ouais, exactement. Donc il faut qu'on Ok, ait du ça, revenu ça déjà. m'intéresse, ça. Donc ça veut dire qu'à partir de Ça, la ça saison m'intéresse 2, parce que je suis toujours pas payé, moi, je tiens à le dire. Tu il- m'as toujours pas envoyé ce que tu m'avais dit. Au début, tu m'as dit oui, on va lancer un podcast Bitcoin, après on va faire un coin, machin, tous les idiots ils vont join, blabla, on fera plein de thunes, et j'ai toujours rien reçu. non, mais t'imagines même pas le nombre de sats qu'on me stream. C'est astronomique. C'est au moins dans les milliers. Donc c'est assez ouf. Mais ouais, on va le mettre en place, ça va être fun. Et donc, en gros, après, il faut décider. En fait, c'est le système allemand. DirtGG l'utilise parce que, en gros, l'un des hosts du podcast, notre équivalent allemand, c'est DirtGG qui le host avec des potes à lui. Et l'un des hosts, c'est un des devs, c'est le nouveau contributeur de BTCP Server officiel. Et c'est lui qui développe pas mal de ses plugins type LN Bank. Et en fait, il l'a développé à la base pour leur podcast allemand, où DirtGG récupère genre 20% en tant que leader, et après il y a le mec technique, après il y a le monteur qui récupère 5%, et automatiquement, quand ils streament des sats, c'est redivisé dans tous les nœuds des mecs. Et comment ça fonctionne d'un point de vue un peu plus technique, de ce que j'ai compris, c'est que sur ton BTCP serveur, tu décides des rôles, tu décides combien de pourcentage, et après tu te connectes avec ton nœud. Donc en fait, vous allez devoir vous connecter de votre nœud vers mon truc et vous toucherez les sats directement. Donc moi, voilà, c'est ça. Ça, Je c'est pense que hyper c'est clair. stylé, hein. C'est hyper stylé. Et puis, en plus, bon, eux, franchement, ils ont des devs qui codent des plugins pour partager les revenus sur des podcasts et tout. Et nous, on a Lounès et Fanis, quoi. Bon. Ils veulent nos Ouais. Red Bull, ils nous volent notre dessus sur Hélène Market. C'est Ouais. vrai que c'est pas le même. Voilà. J'aimerais Bon. bien être allemand des fois, mais bon, bref. Voilà, ok. Mais ouais, non, non, donc ça va être mis en place. Et pareil, pas de bol pour tous les viewers. À partir de maintenant, on va peut-être avoir une coupure semi-pub sur les replays pour vous dire de télécharger Phantom ou Breeze et de mettre en place Value for Value. Donc, c'est pas des pubs en mode on est sponsor par Découvre Bitcoin, c'est juste en mode apprenez à utiliser Lightning et le podcast 2.0. Mais donc, voilà, donc sachez qu'il y aura quand même une coupure pub à un moment dans le podcast, je pense, parce que sinon j'oublie de le dire que ça existe ce genre de solution. Voilà. Je sais pas, toi, Guillaume, on t'a pas vu à Surfing, t'as pas des news de Londres, comment ça se passe avec la reine d'Angleterre sur Bitcoin, ils adoptent pas. Alors, on va dire la rumeur qui circule dans l'écosystème du mining à Londres, c'est que c'est pas une coïncidence si Lounès et Fanny sont pas là pile au moment où la reine d'Angleterre meurt. Donc moi, je vais pas m'avancer sur voilà, vraiment ce qui s'est passé, etc. Est-ce que c'est lié à Moula Coin? Enfin bon, c'est que des rumeurs, mais j'avais pas plus d'infos à ce niveau-là. Alors, moi, je peux témoigner, j'étais avec Bonjour, Younes au moment où Benjamin. la reine est morte. Bonjour Roxy. Je viens de regarder la présentation de Dave Gigi. Je l'ai vraiment trouvée excellente, notamment quand il fait la comparaison entre Bitcoin et le bacon. Et je voudrais savoir s'il y a une autre présentation que tu as trouvée aussi pertinente, aussi cool. Je voudrais un peu avoir ton retour là-dessus, sur des présentations lors de Riga. Yes, 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 yes. Alors, je trouve que bah, il y en avait une très bien, c'est celle de Giacomo, la première sur le blanchiment d'argent, c'est beau et la liberté d'exprimer. Donc lui, il est bien son talk. Il y avait un tour de table beaucoup trop court entre RGB, Adam Back et deux autres mecs qui parlaient des solutions de smart contracts sur Bitcoin. C'était très bien, c'est clair, et au moins en 20 ou 30 minutes, tu as les quatre solutions de smart contract possibles. Le problème, en fait, à Riga, et ce que je reproche aux organisateurs, c'est que c'était beaucoup trop court leur tour de table. Ils nous font un tour de table avec Adam Bach et trois autres pointures, et ça dure 30 minutes. Donc le temps qu'ils se présentent, qu'ils expliquent leurs solutions, c'est terminé.
Et ça a été ça un petit peu tout le temps, ce qui est assez agaçant parce que quand il commençait à avoir des trucs, c'est ça. Et après, si je peux t'en donner deux autres, la discussion la plus intéressante qu'il y a eu, c'était le dernier jour, c'était Unpopular Opinion on Bitcoin. Et là, pareil, c'était quatre bitcoiners, Peter Todd, je sais plus trop qui, mais celui qui fait BIP 300, Gianluca et un mec que je connaissais pas, qui ont parlé pendant une heure et demie de plein de sujets. Par exemple, à la Tails Emission, est-ce qu'il faut imprimer plus de Bitcoin et casser le cap du 21 millions, problème des blocs, centralisation Lightning, ce genre de trucs. Et là, ça, c'était vraiment sympa comme talk parce que bah, c'est quatre Bitcoiners, comme sinon on faisait un space, qui débattent entre eux et qui attaquent vraiment des sujets qui font mal, C'était ou nous-mêmes on en c'était a déjà abordé, mais Eric ils l'abordent avec Voskild différents points. qui a écrit Crypto économique d'ailleurs, qui a été traduit par, je ne sais plus exactement dans la communauté. Exactement, Ouais. c'est lui, ouais. John, vas-y, t'as la main levée, et après je continuerai. Je vois qu'on parlait de sujets pas très sérieux. Moi, j'aimerais bien savoir et adresser cette question aux esprits fermés bitcoiners maximalistes. Satoshi Nakamoto, venture capitaliste, vous y croyez? Non, moi je crois que c'est plus un Staline. Et c'était un trader, Satoshi, on le sait tous. Tu crois que c'est qui développe Elon Market, hein? Moi j'attends de voir, hein. Sûrement Satoshi. Moi, je, moi, je vois qu'il y a des gens qui posent des vraies questions durant Surfing Bitcoin et qu'ils sont moqués, donc voilà. Ah oui, c'est vrai que t'es pas venu, toi, surfing. Et non, on recoule. Après, voilà, si on fait la simple comparaison en termes d'âge, moi je pense que c'est John Satoshi. Et comme par hasard, c'est quand il a eu des enfants qu'il a dû se retirer du projet. Ça tient. Exactement. Putain, merci, merci. Sympa, bon, je vais devoir vous quitter. Non, non, mais dans tous les cas, ça fait 1h15. Donc, Knight, je pense avoir répondu à ta question. Je suis en train de réfléchir. Euh, Non, les autres, c'était pas un très très grand. Enfin, c'est un niveau bien, tu vois, mais il y avait rien de absolument renversant. En fait, ils ont un système un peu bizarre, les gars, c'est qu'ils nous ont fait des présentations très très poussées techniquement, ce qui est pas gênant. Mais en gros, pendant une heure, on avait un dev de Liquid qui faisait une démo live de codage sur Liquid. Tu avais un autre mec qui nous a montré comment mettre une Watchtower avec Eyes of Satoshi. Sauf qu'en fait, pendant une heure, bah, tu as du code et c'est lui qui va de truc en truc et c'est insuivable. Donc, en fait, ils ont fait un compromis en étant extrêmement tech et plutôt accessible. Et le problème de ça, c'est qu'il y avait des talks qui étaient juste pas faits pour tout le monde. Et voilà. Mais ce serait une autre petite critique. Alors pourquoi je vous dis les critiques de Riga? En règle générale, c'est une super conférence et je vous invite tous à y aller, hein. Ils ont fait un putain de job, tout comme Surfing Bitcoin. Mais voilà, c'est pour ça que regarder le live replay de Riga, je pense que vous pouvez facilement skipper la moitié des présentations. À la limite, la plus drôle, c'était un VC américain qui expliquait comment investir ou faire des levées de fonds dans Bitcoin et les pièges à éviter. Ça change des trucs tech. Si jamais vous avez zéro connaissance sur ce sujet, ça peut vous intéresser. Après, il est très américain, donc il fait un peu un show. Voilà. Est-ce que vous avez des dernières questions, remarques, ou trucs cons à dire ou pas? Moi je dis jamais de trucs cons, donc je m'arrêterai ici. N'hésitez pas à utiliser Wasabi, c'est très très compliant, c'est très bon pour la santé. Voilà, on a atteint un très grand niveau. Écoutez, les amis, ça fait 1h20. On va essayer de le maintenir sous 30 minutes, hein, comme on avait dit au début de la saison 1. Donc, clairement, je pense que 1 heure, c'est notre objectif pour l'avenir. Je vous laisse. N'hésitez pas à du coup nous streamer les stats si vous écoutez le replay sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Pour les ambassadeurs, likez le post demain et créer un meet-up chez vous, c'est cool. Merci pour votre soutien. On repart à fond et on devrait avoir la nouvelle formation dans une semaine, un truc comme ça, de Loïc. Et après, moi, je bosse sur la suivante dans la foulée. Je vous fais des bisous. Merci Guillaume et John et Eric et Pantamis et tous les autres auditeurs, enfin toutes les personnes qui ont parlé. Merci à vous d'avoir écouté. Je vous vois très bientôt. Salut, Bisous. bisous. Salut! Bisous.
Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci aux Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis!